Michel Camdessus, bonjour. Bonjour. Michel Sicurel, bonjour. Bonjour. Nous vous avons réunis autour de ces micros parce que vous êtes deux figures, deux grandes figures de la vie économique. Monsieur Camdessus, vous avez été directeur du FMI et vous êtes aujourd'hui une figure de référence, un économiste de référence. Michel Sicurel, vous avez été président du directoire de la compagnie financière Edmond de Rothschild et vous êtes un économiste très écouté, proche collaborateur de Raymond Barre un temps. On a souhaité avoir votre regard à un moment où la crise sévit un peu partout, particulièrement en Europe, et à un moment aussi de mutation en France. Ma première question est la suivante. On est dans la crise, on est entré profondément et manifestement, durablement dans la crise. La croissance, est-ce que c'est fini? Monsieur Camdessus. Écoutez, deux mots seulement, et après ça, il faudra interroger Michel Sicurel, parce que je l'ai entendu un jour expliquer à un auditoire de financiers par-dessus le marché combien finalement, même si le court terme est décevant, inquiétant, préoccupant, combien finalement les perspectives à long terme sont positives. Alors, oui, nous sommes en crise en Europe, crise profonde qui va impliquer et qui va nous amener certainement à une sorte de métamorphose, de réinvention de notre économie si nous voulons continuer à compter dans le monde. Mais n'oublions pas que nous ne sommes que la petite pointe de l'Eurasie et que le reste du monde, heureusement, croît. Et finalement, si vous regardez les chiffres, l'état du monde, dans cette crise où nous sommes, le monde, pourtant, a un taux de croissance qui n'est pas éloigné de celui qui était celui des années 90 et dont on ne se plaignait pas tellement. On ne le trouvait pas mirifique, mais on s'en contentait. J'ajoute qu'il y a à nos portes un continent comme l'Afrique qui, si nous nous conduisons bien et s'il est bien conduit, est un gisement de croissance formidable. Et l'Asie, même si elle ralentit aujourd'hui, croît, se développe, et ceci au plan purement humain est certainement un phénomène extrêmement heureux. Il faut regarder le plus long terme, et c'est ici que Michel a des choses à vous dire. Michel Sicurel. Non, écoutez, comme Michel Camdessus me sert les plats sur un plateau en vermeil, je suis très gâté. En fait, d'abord, dire d'un mot que je suis assez préoccupé de la situation présente, que je trouve un peu inquiétante, à dire vrai. C'est-à-dire, je pense qu'on a deux zones qui sont en croissance zéro. Le Japon, depuis 20 ans, avec des dégâts récents qui ont aggravé les choses, et l'Europe qui tend vers la croissance zéro avec des problèmes intestins qu'elle ne sait pas gérer, donc c'est assez grave. Les États-Unis vont moyennement bien. Les pays émergents sont ralentis. L'Inde et le Brésil ont leur croissance divisée par deux. Et la Chine est en crise. Il y a une crise immobilière qui est forcément aussi une crise bancaire, puisque toute la relance intérieure en Chine a été faite par un soutien bancaire à l'immobilier. Donc disons que c'est un moment difficile. Mais je crois, comme l'a dit Michel Camdessus, que le moyen et long terme est magnifique et ne peut pas être autrement. Et je dirais pour trois raisons. La première, c'est que la croissance démographique est très forte. On va passer en une cinquantaine d'années de 6 à 9 milliards d'individus sur la planète. Et il n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde que la croissance démographique ne s'accompagne pas de croissance économique. C'est toujours la croissance démographique qui est déterminante, et je crois très 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 fortement aux éléments et aux facteurs démographiques qui sont prévisibles très longtemps à l'avance. Bon. La deuxième raison, c'est l'émergence. C'est-à-dire qu'il y a depuis une trentaine d'années 2 à 3 milliards de gens qui sont passés de la pauvreté
à la classe moyenne, enfin une classe moyenne encore modeste, mais une classe moyenne, qui deviennent des consommateurs significatifs. Et c'est dans les cycles de Kondratiev, l'apparition d'une zone géographique motrice comme le sont les pays émergents, c'est un phénomène majeur. Et puis le troisième point, c'est que en fait, on a des progrès technologiques qui sont potentiellement des progrès d'avenir. Je pense que le numérique a à peine commencé sa carrière. C'est-à-dire, les progrès, il n'y a plus énormément de progrès à faire, mais aujourd'hui, on passe au stade de la grande consommation. C'est-à-dire, les Chinois sont les premiers acheteurs de téléphones mobiles. Il y a 500 millions de téléphones mobiles en Chine. C'est-à-dire, on parle de chiffres qui sont extravagants. Donc, je pense que le numérique progresse. D'ailleurs, juste pour souligner ce point, le printemps arabe, qui est peut-être en réalité l'hiver, mais enfin n'aurait pas été possible sans le web, sans l'Internet, etc. Donc je pense que le numérique est en train de commencer à peine sa carrière, et je pense que les biotechnologies et les technologies de l'écologie, enfin les systèmes qui permettront d'économiser de rendre plus sobre la croissance à la fois en énergie et en consommation de matières rares, ont à peine commencé leur vie. Et la croissance, les facteurs technologiques ont toujours été des moteurs déterminants de la croissance de long terme, encore une fois du fameux cycle de Kondratiev, qui sont des cycles à 30 ans. Donc je suis absolument persuadé qu'une fois passé le Cap Horn dans lequel nous sommes, l'océan sera pacifique. Alors, on va revenir, j'imagine, avec vous sur le web et sur les espoirs, mais aussi les dangers. J'aimerais bien avoir votre avis, notamment sur parce que les réseaux sociaux ont connu quelques déboires. Je parle même pas des derniers tweets dont on parle beaucoup, mais aussi des déboires de Facebook. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Quelles sont pour vous, vous avez énoncé l'un et l'autre quelques raisons essentielles, mais quelle est pour vous la motivation déterminante, la motivation essentielle de la crise que nous traversons? Monsieur Campdessus. Écoutez, on me pose souvent la question, et je n'ai qu'une seule réponse. C'est qu'il s'est passé dans le village global, le monde, ce qui se passait dans le village de mes ancêtres, dans le Jurançonnais, dans le courant du XIXe siècle. Le village était régi par un conseil de vieux messieurs, honnêtes artisans, agriculteurs, laboureurs, comme on disait. Ils géraient les affaires de la commune, les affaires sérieuses, c'est-à-dire quand est-ce qu'on ouvre la chasse à la palombe, la pêche au saumon dans le Gave. Ils géraient la commune. Et puis, il y avait un garde champêtre pour s'assurer que les règlements ainsi décidés étaient exécutés. Et il y avait un curé et un instituteur, ils se chamaillaient. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire la morale civique, ils étaient d'accord. Et le village vivait en paix. Mais s'il arrivait qu'un événement se produise, quelque chose d'inattendu, et que le conseil municipal préfère éluder la question, qu'à ce moment-là, on est dans le Jurançonnais, le garde champêtre roupillait dans le ruisseau parce qu'il avait bien bu et que le curé et l'instituteur continuaient à se chamailler, eh bien, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère me disait, tu sais petit, à ce moment-là, ceux qui règnent, ce sont les voleurs de poules. Eh bien, il s'est passé la même chose dans le village global. Il y a eu une formidable innovation qui a été l'émergence d'un marché financier mondial. Et l'on a décidé de ne pas le réguler et d'interdire aux gardes champêtres de s'en occuper. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé?
sur ce marché, sans règles, sans institutions, des hommes sans foi ni loi ont créé le mood, créé les comportements. Alors je ne suis pas en train de dire, je dois être prudent puisque Michel est là, que tous les banquiers ont été des voleurs de poules. Néanmoins, on a été en présence d'une crise. Une crise est apparue, fondée sur ces trois lacunes majeures. Les régulations, il était interdit d'interdire. Les institutions, il était interdit au Fonds monétaire international de s'occuper de cet immense marché de l'argent. Et sur ce marché, en effet, des hommes sans foi ni loi ont eu des comportements extravagants. On a parlé, mon ami Alan Greenspan a parlé d'exubérance irrationnelle. Et ceci, c'était en 96. Ceci n'a été que se développant, facilité évidemment par la politique monétaire totalement laxiste de la Federal Reserve. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui dans cette situation-là ? Apporter les régulations nécessaires, trouver les institutions qui conviennent et rétablir une éthique collective. Michel Sicurel, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Comment pourrais-je l'être, moi qui suis un vilain banquier ? Non, mais naturellement, je suis en partie d'accord, mais j'ai un point de vue quand même un peu différent. En réalité, je considère qu'il y a eu des causes très profondes à la crise et que finalement, la crise bancaire et financière est un épiphénomène par rapport au cœur du sujet. Je crois que le cœur du sujet, c'est en réalité, en effet, la mondialisation, mais c'est en fait la montée des pays émergents et la façon dont les anciens pays riches, qui sont d'ailleurs toujours des pays riches par rapport aux pays émergents, ont traité ce sujet. Je pense que ça fait une trentaine d'années que la Chine, l'Inde, le Brésil, surtout la Chine, ont commencé à devenir les fournisseurs du monde. Et indiscutablement, l'Europe et les États-Unis, le Japon, ont été en partie privés d'une partie de leur production. Comme en réalité, leurs consommateurs y trouvaient du bénéfice. Comme en réalité, les classes moyennes de ces pays étaient très contentes de pouvoir importer du textile, des téléphones mobiles, des écrans plats, etc., à bas prix. En réalité, je dirais, le monde s'est organisé en cigales et en fourmis. Et je pense que les cigales occidentales ont trouvé leur compte à ce nouveau modèle pendant 2 à 3 décennies. Et pour pouvoir payer ce qu'elles achetaient finalement à une nouvelle colonisation, à leur nouvelle colonie, même si c'était des colonies consentantes, en réalité, elles ont fabriqué de la monnaie, elles ont fabriqué de la planche à billets, beaucoup plus aux États-Unis où, comme l'a dit Michel Cantu, la Réserve fédérale a une politique complètement débridée. Mais aussi à la fin en Europe, parce qu'en Europe, c'était moins la Banque centrale, mais c'était les États qui pratiquaient la planche à billets. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit les privés ou les États-providence, on a fabriqué de la fausse monnaie pour payer nos nouvelles colonies qui étaient bien contentes de nous renvoyer leurs réserves pour financer notre débauche. Donc en réalité, au total, je ne trouve pas que ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans soit un défaut d'éthique. C'est même exactement l'inverse, parce qu'en réalité, il n'était pas pensable que les 3/4 de la planète meurent de faim. C'était pas pensable. Et aujourd'hui, les classes moyennes chinoises, elles sont 10 fois moins riches que nos pauvres. Et quand je vois des Stéphane Hessel qui écrivent absolument n'importe quoi, qui soulèvent des indignés contre les soi-disant riches qui mangent le pain des malheureux, c'est totalement faux. C'est même franchement de l'usurpation de pensée de dire que ce sont les riches qui font du mal aux pauvres occidentaux, parce que ce sont les pauvres des pays émergents qui ont pris leur job aux pauvres
des pays riches qui sont quand même 10 fois plus riches qu'eux. Donc en réalité, naturellement que les politiques trouvent intérêt à dire que c'est la faute de la finance sans visage et des riches, c'est beaucoup plus commode, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je pense que ce qui s'est passé est bien, et notamment pour des hommes de gauche comme Stéphane Hessel, c'est bien que les très pauvres de la planète soient un peu moins pauvres. Comme l'a dit Michel Cantu, je crois et je souhaite que le prochain continent émergent sera l'Afrique, et il y aura encore 1 milliard d'individus de plus qui viendront diminuer le niveau de vie extravagant des pays riches, et ça touchera les riches et les pauvres. Et il est vrai qu'il faudra bien dans les pays riches que les plus aisés s'occupent des principales victimes de la mondialisation. Mais je trouve que mettre tout sur le dos des banques, je ne suis pas en train de dire que les banques n'ont rien fait de mal, mais je trouve que c'est une partie qui n'est pas dominante dans le sujet. Alors, je voudrais reformuler, je vais vous passer tout de suite la parole, Monsieur Gomme-Dessus, mais je voudrais reformuler la question parce que c'est une question essentielle et sur laquelle nous souhaitions vous entendre l'un et l'autre. Michel Gomme-Dessus, vous aviez donné une conférence extrêmement intéressante récemment à l'Institut Elie Wiesel sur le thème « Une éthique pour une économie planétaire ». Vous avez répondu d'une certaine manière tous les deux à la question, mais je voudrais la reformuler en vous demandant est-ce qu'il y a une issue éthique à la crise et est-ce qu'il y a une dimension éthique à la crise et quelle est cette dimension? Monsieur Gomme-Dessus. Eh bien, écoutez, la dimension éthique de la crise, Michel vient admirablement de nous la situer. Il nous a parlé de fausse monnaie, il nous a parlé de politique débridée, d'un endettement sans justification ni limite. Il nous a parlé aussi de fait, de l'égoïsme des pays du Nord face au drame des pays du Sud, égoïsme d'ailleurs qui risque de leur retomber sur le dos, puisque tout ceci risque de se réduire avec le changement climatique et le développement démographique par un renouveau des flux migratoires que nous ne saurons pas gérer. Bref, on est dans une situation où, parce qu'on a ignoré les dimensions réelles, les dimensions humaines, éthiques sous-jacentes aux réalités économiques, y compris d'ailleurs au grand déséquilibre entre pays émergents et pays endettés du Nord, on aboutit à une situation qui explique la crise d'aujourd'hui et dont on ne sortira que par un sursaut éthique de très grande dimension. Alors, il s'agit de savoir comment on va l'organiser, on s'agit de savoir où porter l'effort, mais on n'y échappera pas. Michel Sicurel. Bon, je crois qu'en effet, la solution à la crise est éthique, mais je placerai l'éthique ailleurs. C'est-à-dire, je pense que la principale question éthique qui va se poser dans les années et peut-être les décennies à venir, c'est la difficulté pour des gouvernements démocratiques de faire admettre à leur population énervée et disons touchée plus ou moins fortement par la crise, que tous les problèmes sont mondiaux. Je crois qu'aujourd'hui, les problèmes sont mondiaux. Et naturellement, Michel Cantu a parlé d'écologie, et naturellement, la montée en régime des pays émergents pose des problèmes de ressources rares, énergétiques et autres matières premières, alimentaires. La Chine a 9% des terres arables et 20% de la consommation alimentaire du monde. Donc en réalité, je pense qu'aujourd'hui, les problèmes sont mondiaux. Et c'est extrêmement difficile pour des gouvernements élus d'expliquer à leurs électeurs que en fait, on est bien obligé d'être en partie altruiste. Il y a une expression que j'utilise souvent qui est l'égoïsme global. Je crois que la seule façon d'être intelligemment égoïste au XXIe siècle, c'est d'être en réalité partiellement altruiste, c'est-à-dire de se préoccuper du point de vue de l'autre. Je pense que c'est flagrant en Europe, c'est-à-dire l'Europe ne pourra pas
conserver des nationalismes forts et des priorités nationales fortes si elle veut survivre. Et je pense qu'on est dans un problème très 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 compliqué pour les gouvernements démocratiques et qui devront faire preuve d'éthique en se sacrifiant quelquefois, en acceptant de perdre des élections pour pouvoir jouer le jeu mondial, parce que sinon, je crains que l'ère messianique que je décrivais tout à l'heure de forte croissance, nous n'y arriverons jamais. Je voudrais vous pousser plus loin dans ce sens. Vous avez dit, Michel Camdessus, nous sommes entrés dans une culture du jetable, du court terme financier et de l'endettement. Qu'est-ce qui pourrait contrarier cet emballement ou cette évolution ? Tout simplement le fait que le monde touche ses limites. Des chercheurs d'une université américaine ont admirablement démontré, il y a 3 ou 4 ans, que le jour où les pays émergents auront le même modèle de consommation que nous, et c'est leur objectif, ils y vont, eh bien, il faudrait 2 ou 3 planètes Terre pour les nourrir. Or, nous n'avons qu'une. Et donc, des ajustements seront nécessaires. Bien sûr, les technologies vont faire des miracles, mais ce que l'on peut craindre, en grande partie du moins, c'est que les ajustements, une grande partie des ajustements ne se fassent que par les mécanismes des prix. Et que donc, une fois de plus, les plus fragiles, les plus faibles, les plus pauvres ne soient les brimés de ce nouvel univers. Si nous voulons éviter cela, il faut que les gouvernements aillent très très vite, introduisent très très vite une vision du long terme de leur politique. Pour l'instant, ils sont dans le court-termisme le plus primaire. Il faut qu'ils intègrent et fassent comprendre à leur population que voilà, la Terre est limitée dans ses ressources rares, dans ses ressources arables, dans ses ressources énergétiques, etc. Et que donc, il s'agit de changer nos modèles de consommation. Par exemple, mon ami Nick Stern, qui a été un des plus grands chercheurs en matière de perspective écologique du monde, explique que l'une des rares solutions crédibles à notre disposition, c'est pour nous, Européens, de devenir végétariens. Parce que au moment où les pays émergents changent leur régime alimentaire et veulent plus de protéines, veulent plus de viande rouge, eh bien, on se heurte là à cette limite formidable des terres arables disponibles et des dimensions possibles de l'élevage sur la surface du monde. Donc, tous ces défis sont là. Ils impliquent un sursaut de réflexion, d'éducation, de choix politiques qui tous impliquent un degré de vertu auquel nous ne sommes pas habitués. Michel Sécoal. Non, je crois que Michel Camdessus a très bien expliqué la manière dont le problème se pose. Je ne reviens pas sur l'idée de devenir végétarien, qui pourrait nous éviter de devenir cannibales, et qui est certainement une meilleure solution pour se nourrir. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, Michel a bien décrit ce qu'était en réalité... Il y a un mouvement dans ce sens aux États-Unis. Hein. Il y a eu un livre de Jonathan Safran Foer qui était un éloge du végétarisme, mais il y a une petite tendance aux États-Unis. Je crois qu'en fait, ce que Michel Camdessus disait du temps, il montrait qu'en réalité, les sujets d'espace et de temps aujourd'hui sont les mêmes. Enfin, on est dans un univers vraiment, même si Einstein est considéré comme dépassé aujourd'hui, on est dans un univers où les problèmes sont des problèmes d'espace-temps. C'est-à-dire, il faut élargir l'espace et allonger le temps. C'est un vrai problème de gouvernance mondiale. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien comment faire avec des communautés qui sont préoccupées par
par le petit village du Jurançon qui est envahi tout à coup par des hordes de barbares qui sont après tout les voisins européens. Et on ne sait pas très bien comment faire pour traiter ça. Je ne sais pas très bien comment faire. Je crois que ça se fait par petites touches. Il y a certainement des problèmes politiques. Je crois par exemple qu'en Europe, mais c'est une banalité de le dire, plus de fédéralisme permettrait d'avancer dans cette direction. Mais ça n'épuise pas le problème. C'est un problème mondial. Et en fait, je crois qu'il y a des solutions spécifiques pour tel ou tel problème. Et je voudrais prendre par exemple 2 exemples. Très spécifiques et très techniques. Le premier, c'est sur les entreprises. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les entreprises sont préoccupées de court terme plus que de long terme, c'est parce que les politiques ont fait exactement le contraire de ce qu'il fallait faire pour obtenir ce résultat, c'est-à-dire ils ont supprimé les participations en actions. Et moi, je pense que pour que les entreprises aient une préoccupation de long terme, il faut que les dirigeants des entreprises, mais aussi une très grande part des salariés, voire la totalité des salariés, comme on l'avait fait à la compagnie financière Edmond Rothschild, il y avait 100% de détenteurs de stock options. C'est en fait, et qu'ils gardent leurs actions durablement. Et à ce moment-là, on est bien obligé de s'occuper de l'avenir de l'entreprise et pas seulement du trimestre prochain ou du dividende de l'année. Et puis un autre point que je voudrais souligner, et là c'est Michel Cantu qui serait un grand expert et qui pourrait dire comment il faut faire, c'est que je crois qu'une des raisons qui a conduit au court-termisme, c'est que l'endettement, l'émission de monnaie a conduit à avoir un loyer de l'argent proche de 0. Et comme en réalité le loyer de l'argent c'est le prix du temps, il s'est fait dans beaucoup de domaines que le temps ne valait plus rien, que l'horizon s'était rapproché. Et je crois que l'argent doit avoir un prix et que pour que l'argent ait un prix, il faut faire rentrer le dentifrice dans le tube, c'est-à-dire émettre moins de monnaie. Parce qu'après tout, depuis la guerre, à chaque crise, on a émis de la monnaie. Et chaque fois que la crise était finie, on n'a pas rattraper la monnaie qui avait été émise. Et je crois que la liquidité mondiale est trop importante. Mais ça, je m'en remets à Michel Cantu, qui est un très grand professionnel sur ces sujets, ce que je ne suis pas. Dernière question qui est un peu latérale, mais je voudrais connaître votre avis sur la place qu'il faut réserver aux dons, à l'associatif, à la tzedaka, pour employer un mot familier à nos auditeurs et à nos lecteurs. Quelle place doit être cet espace-là, doit occuper cet espace-là dans cette issue que nous cherchons à la crise? Je voudrais d'abord dire que je partage entièrement l'analyse monétaire qui vient de vous être donnée par Michel Sicurel, qui est encore plus expert que je ne puis l'être en ces matières. Alors, la place du don dans une économie capitaliste dont le moteur ultime est le profit, intuitivement, nous disons pas de place. Or, la vie humaine, ce qui fait l'attrait de la vie humaine, c'est le don. C'est la gratuité. Et ce que finalement on garde, c'est ce qu'on donne. Et si l'on regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, ce qui fait notre société soutenable, vivable, bien que très insuffisamment, ce sont les éléments de gratuité qu'on y introduit. Alors malheureusement, en Europe, nous avons triché et nous introduisons cet élément de gratuité par de l'endettement, c'est-à-dire en faisant payer le charme de notre vie actuelle, qui dépend du don, par les générations qui viennent. C'est ceci qu'il faut redresser.
Mais quant à la place du don, quant à la place de la générosité, du gratuit dans les relations sociales, je crois qu'elle est encore insuffisante. Je me souviens parce que le grand rabbin Sira m'avait demandé de réfléchir au problème de la dette avec lui, d'avoir beaucoup réfléchi à un commentaire de Rashi sur la tzedaka. Et Rashi explique que lorsque le pauvre est devant toi, il ne faut pas lui donner à une seule main, mais des deux mains. Et s'il te demande un cheval, donne-lui non seulement le cheval, mais un serviteur pour courir devant le cheval. Et c'est comme cela que non seulement ta relation avec lui c'est la pleine conception de la tzedaka. Trouvera sa plénitude et toi-même ton bonheur. Alors je crois que, évidemment, c'est un commentaire de Rashi sur un texte sacré que, en tant que membre d'une communauté religieuse qui n'est qu'une petite hérésie du judaïsme, je ne peux que vous dire combien il y a là un élément essentiel pour l'équilibre des relations, non seulement individuelles, mais des relations entre les peuples. Michel Sicurel. Michel Cantu connaît le judaïsme et la tzedaka mieux que moi. Je voudrais... Tu la pratiques très bien, me dit-on. Oui, et puis je suis sûr que vous ne pouvez pas aller moins loin que lui dans ce domaine. Écoutez, si j'ai le droit, parce que je ne pourrais rien dire de mieux que ce qu'a dit magnifiquement Michel Cantu sur ce thème, je pourrais peut-être terminer par une anecdote et en même temps rendre hommage à mon père qui nous a quittés il y a 4 ans, Raymond Sicurel. Absolument. En fait, j'étais un jour dans le métro, parce que ça arrive même au président des banques Rothschild de prendre le métro, et je vois dans le métro mon père qui avait 83 ans. Je pense, 82 ans à l'époque, qui prenait le métro, qui allait faire ses cours de Talmud dans le 9e avec sa kippa, ses cheveux longs et sa barbe. J'ai jamais compris comment il faisait pour ne pas tomber sous une rame de métro, mais il lui est jamais rien arrivé. Et vient vers moi un homme, un mendiant, qui était en train de distribuer métro ou macadam, et qui me dit « Vous connaissez ce type ?» Il me poursuit dans le métro, ça fait un long moment qu'il me suit. Et je lui dis, écoutez, vous inquiétez pas, je lui ai donné ce qu'il fallait. Et puis j'ai été vers mon père et je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu suis ce type ? Il comprend pas pourquoi tu le suis. Alors il me dit, écoute, je voulais lui donner de l'argent. Alors je lui dis, oui, enfin c'est sûr, il est là pour ça. Il m'a dit, oui, mais je voulais trouver un moyen de lui donner de l'argent en respectant sa dignité. Et voilà, c'était bien. Eh bien, écoutez, on va terminer sur la figure de Raymond Sicurel, que nous aimions beaucoup, nous aussi, à la radio, et qui avait ces dons de générosité du cœur, qui manquent peut-être pour résoudre la crise actuelle. Il ne manque que ça, finalement. Michel Sicurel. Ton tact. Merci. Écoutez, je suis content d'avoir qu'on se soit rassemblés sur cette conclusion. Michel Campdessus, Michel Sicurel, je vous remercie.